Bonjour tout le monde, on fait un dernier débrief du coup pour cette épreuve de droit éco d'aujourd'hui, j'espère que ça s'est bien passé. À nouveau, j'ai pas lu exactement tout le sujet dans les détails, je sais juste certains points, donc je vais peut-être pas tout dire de manière complète. Et faites attention au corrigé que vous trouvez sur internet, le corrigé officiel il sort pas tout de suite, donc ce que vous pouvez voir sur internet en corrigé c'est pas forcément juste ou c'est pas forcément exactement ce qui est attendu aussi. Alors on commence par la partie juridique avec d'abord la qualification juridique. On avait du coup une association, les danseuses de Caen, donc personne morale et acheteur, qui avait signé un contrat de vente avec une autre entreprise vendeuse du coup et personne morale aussi, qui s'appelait Camélia. Ensuite, il fallait parler des faits. Donc ici, c'était l'association qui avait fait une commande à Camélia de beaucoup de costumes, je sais plus combien de costumes. Sauf que la livraison, elle a pris du retard par rapport à la date qui était initialement prévue. Du coup, ça a obligé l'association à payer des couturiers en plus. Donc c'était une somme qui était de 1 600 euros. L'association a donc dit à l'entreprise qu'ils allaient payer le montant des costumes, mais moins les 1 600 euros de plus qu'ils devaient payer par rapport aux couturiers. Ce à quoi l'entreprise a répondu qu'il ne livrera pas les costumes tant que le paiement intégral ne sera pas effectué. Du coup, vous pouvez aussi rajouter ici qu'on parle d'un dommage financier et plein de choses comme ça. Ensuite, la deuxième question, l'argumentation juridique pour défendre l'entreprise. Donc là, il fallait faire une argumentation juridique, donc un syllogisme si vous voulez. Un des arguments pour défendre l'entreprise, c'était simplement le contrat de vente qui avait été conclu avec l'association. Dans ce contrat, il était indiqué que le vendeur s'engage à livrer les 60 costumes à la date du 1er juin, mais en cas de retard, aucune indemnité financière ne pourra être demandée au vendeur. Les deux parties dont l'association ont signé ce contrat, donc ils ont donné leur consentement à cette partie-là aussi. C'est comme ça que l'entreprise peut se défendre déjà en premier argument. L'entreprise peut aussi parler de l'article 1103 qui dit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et il peut aussi utiliser les deux autres articles, le 1217 et le 1219. Le 1217, il dit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. Donc l'entreprise, il peut dire que comme l'association ne lui paye pas intégralement, il respecte pas du coup sa partie du contrat, ben lui-même peut aussi refuser d'exécuter sa partie du contrat, donc ne pas livrer les produits. Ensuite, la question 3, c'était la même chose, argumentation juridique, mais cette fois pour défendre le côté de l'association. L'association, elle peut utiliser l'annexe 3, l'article R212-1, qui dit que les clauses sont considérées comme interdites et abusives si elles suppriment ou réduisent le droit à la réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à quelconque de ses obligations. En gros, ça veut dire que le vendeur n'avait pas le droit de mettre la phrase dans le contrat en cas de retard, aucune indemnité financière ne pourra être demandée au vendeur. Et du coup, pour défendre l'association encore et réclamer le préjudice subi, on peut se baser sur les différents articles à nouveau, hein. Le 12-17, le 12-19, le 12-31-1 et le 12-31-2. Sachant qu'il fallait faire du coup la méthodologie avec l'argumentation juridique pour faire un syllogisme. C'était les différents arguments que vous pouviez donner en tout cas avec encore ces différents articles-là. Ensuite, la dernière question, pourquoi est-il nécessaire d'apporter des limitations à la liberté contractuelle? Du coup, dans cette question, il faut faire une genre de mini-dissertation. Vous pouvez d'abord commencer par expliquer ce que c'est, la liberté contractuelle. Donc, vous pouvez tout simplement dire que chacun est libre de choisir avec qui il veut contracter, de décider si oui ou non il veut contracter, et de choisir le contenu du contrat. Mais que oui, tout cela est limité par certains éléments. Et les limitations, c'est les bonnes mœurs, donc en gros la morale des individus pour pas abuser, et le trouble à l'ordre public. Le trouble à l'ordre public, c'est expliqué dans l'annexe 4, justement. Mais grosso modo, l'intérêt ou la nécessité d'avoir des limitations, c'est pour éviter les abus. C'était dans ce sens-là qu'il fallait partir sur cette réponse. Et du coup, évidemment, pour préserver l'ordre public. Du coup, la première question, rappeler le lien entre déficit public et dette publique. Ici, c'est du cours. Il fallait se dire que le déficit public, c'est quand l'État, sur une année, a plus de dépenses que de recettes. C'était le cas là dans l'annexe 1. Je pense que vous deviez aussi expliquer un petit peu cette annexe, justement. Ou dire que, justement, l'État a plus de dépenses que de recettes depuis les années 1980 environ. Et comme, justement, l'État a plus de dépenses que de recettes chaque année, il est obligé d'emprunter de l'argent pour satisfaire ses besoins. Et du coup, tous ces emprunts forment la dette publique. Concrètement, le lien entre les deux, c'est que le déficit public chaque année de l'État alimente la dette publique. Elle fait augmenter et se développer la dette publique. Ensuite, la question 2, présenter les conséquences de la baisse des prélèvements obligatoires selon le niveau de vie des ménages en 2020-2021. Et du coup, vous voyez dans l'annexe 2, d'abord grosso modo que la baisse des fiscalités, ça a permis d'augmenter le niveau de vie de tous les individus, qu'on soit les 10% les plus pauvres, entre guillemets, donc dans le D1,
ou les 10% les plus riches, donc dans le D9, mais ça de manière très inégale, puisque la partie inférieure à D1, donc les 10% des ménages les plus modestes, n'ont qu'un niveau de vie qui a augmenté de 30 euros, alors que les plus riches, les 10% les plus riches dans le D9, ont leur niveau de vie qui a augmenté de 420 euros par exemple. Et puis vous pouviez être dans le détail, hein, la baisse de l'impôt sur le revenu en 2020, elle a permis de surtout apporter un meilleur niveau de vie aux plus aisés, et pas vraiment aux plus pauvres, puisque leur niveau de vie a resté inchangé. Et ensuite, la suppression de la taxe d'habitation, ça a joué un petit peu sur les deux parties. Et vous pouviez préciser que lorsque l'État baisse comme ça la fiscalité pour les ménages, ça fait partie de sa politique budgétaire de relance, et c'est une politique de la demande, parce que ici, ça aide les ménages. Ça, vous pouvez le préciser aussi. Je ne sais pas si ça sera attendu dans le corrigé ou pas, mais c'est possible. Ensuite, la question 3, identifier en quoi la baisse des prélèvements obligatoires peut être source de compétitivité des entreprises et d'attractivité du territoire. Donc il y avait deux parties, deux questions dans la question si vous voulez. Et ici, il fallait simplement chercher les réponses dans les annexes. Regardez l'annexe 3 et l'annexe 4, c'est ici qu'il y avait les éléments de réponse. Ici, dans l'annexe par exemple, on dit que une baisse d'impôt, parce qu'elle engendre une hausse du revenu disponible, va conduire à une hausse de la consommation qui va elle-même engendrer des revenus supplémentaires pour les vendeurs, donc les entreprises, et donc des embauches, de l'investissement, des rentrées fiscales supplémentaires, etc., etc. C'est un peu cet aspect-là qu'il fallait montrer pour justifier que ça permet d'améliorer la compétitivité des entreprises. Et pour l'attractivité du pays, c'était dans l'annexe 4, et forcément en soi, vous pouvez savoir de par vous-même, quand un État décide d'accorder des avantages fiscaux à ces entreprises, ben, ça va attirer les entreprises étrangères à venir s'installer en France, où ils vont justement payer moins d'impôts. Ensuite, la dernière, la réduction des prélèvements obligatoires favorise-t-elle la croissance économique? Donc ici, il fallait faire une introduction, un développement, une conclusion. Mais pour une phrase d'accroche, vous pouviez mettre plein de choses, hein. Rien qu'avec le tableau en dessous, là, vous pouvez dire que selon l'INSEE, bah, l'État a mis en place une suppression progressive de la taxe d'habitation entre 2020 et 2021. Ensuite, on rappelle le sujet. Cette information-là peut nous amener à nous poser la question de savoir si la réduction des prélèvements obligatoires favorise ou non la croissance économique d'un pays. Définition des mots-clés. Prélèvement obligatoire, c'est tout ce qui est impôt-taxe. Croissance économique, c'est l'augmentation du PIB d'une année sur l'autre. Ensuite, il fallait donner des arguments avec AEI. Un premier argument juste en dessous avec annexe 2, où on voit que le niveau de vie des ménages a augmenté grâce à une réduction de la fiscalité. On peut dire que du coup, les ménages ont plus d'argent, donc ils vont consommer plus, et que ça va faire que les entreprises vont vendre plus, donc augmenter le PIB et augmenter la croissance économique. En bas ici, il y avait un autre argument, on parlait de la TVA. On disait que si la TVA baisse d'un point du PIB, ça conduit à une hausse du PIB de 3,7% au bout d'un an. Et vous aviez un argument contre qui était donné ici dans l'annexe, où on disait que parfois, quand l'État mettait en place des avantages fiscaux pour les ménages, par exemple, eux, plutôt que d'utiliser ce revenu en plus en France, ils l'utilisaient pour acheter des produits à l'étranger. Et du coup, ça permettait pas de booster la croissance française, mais plutôt de booster la croissance à l'étranger, de pays étrangers. Encore un argument qui disait oui ici. On dit que la France a mis en place différents éléments pour être plus attractif au niveau fiscal, et que justement, cette attraction a permis d'identifier 1600 projets d'investissement internationaux et la création ou le maintien de 45 000 emplois. Donc ça permet bien de favoriser la croissance économique du pays. Parce que plus d'emplois, ça veut dire plus de production, donc plus de PIB. J'espère que j'ai été clair. Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et j'espère surtout que vous avez réussi cette épreuve. Résultat le 8 juillet, on attend. Ciao.